Bonjour à tous, bonjour Jules. Salut Jérôme. Je suis avec Jules à la Boujotte, oui, un aventurier, écrivain, alors avec un parcours assez exceptionnel. C'est pour ça que je suis ravi que tu aies pu dégager du temps justement pour cet échange. Voilà, à propos donc de ta dernière aventure notamment, et aussi de ton parcours qui pour moi est hyper inspirant, notamment sur la dimension des soft skills, et on en parlera de quelques-unes justement. Et donc, alors, en fait, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. Donc, toi, tu es pharmacien de formation à l'origine, et ensuite, d'expérience en expérience, d'aventure en aventure, tu t'es rendu compte que toi, ta passion, c'est le mouvement, c'est la marche, la nature et l'écriture, ce qui t'a amené à relever un défi un peu fou, qui est donc de traverser un continent à pied, et pas un petit en plus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est le défi que tu as relevé là dernièrement? Ouais, bah écoute, merci Jérôme. C'est vrai que nous, on se connaît depuis quelques temps là maintenant. Et pour répondre tout de suite à ta question, ce défi, ça a été une découverte il y a quelques années et une prise de décision l'année dernière. Et le défi était de parcourir l'entièreté du Pacific Crest Trail, qui est donc une des randonnées les plus longues du monde qui part du Mexique pour arriver jusqu'au Canada. Donc, c'est une marche qui fait à peu près 4500 km, qui parcourt tout l'ouest des États-Unis, donc la Californie, l'Oregon et l'État de Washington. Waouh! Et ça a pris combien de temps pour faire ça? Ça fait combien? De 4 500 kilomètres, mais oui, ça a pris des mois en fait. Ça a pris exactement 5 mois. Je suis parti le 7 avril et j'ai atteint le Canada le 7 septembre. Donc, oui, j'ai réussi à le faire en 5 mois. L'idée, c'est de partir 6 mois au départ. J'avais effectivement une expérience en randonnée, en marche. Voilà, la nature, c'était un élément qui était assez connu pour moi, mais une randonnée aussi longue, je n'avais aucune visibilité. Et donc, je regardais un petit peu ce qui s'était fait avant moi et je pensais vraiment le faire en 6 mois et j'ai réussi à le faire en 5 mois, ce qui n'était pas un challenge en soi parce que j'avais pas envie de chercher un score, mais ouais, je suis très content. Je suis surtout très content d'avoir pu le parcourir chaque miles, en fait, d'être parti vraiment du Mexique et d'avoir atteint le Canada en marchant chaque centimètre de ce trail et en n'utilisant aucun autre moyen de transport que mes jambes. Oui, c'est ça. Donc, vraiment de la marche, tout seul, Mm. avec un sac à dos. Avec, Et tu es parti comme ça pendant 6 mois, enfin, du coup, 5 mois au final. exactement, oui, exactement la marche. Alors, il y a eu effectivement des moments où j'ai fait du stop pour sortir du trail, pour aller recharger mon sac en nourriture. Voilà. Mais en tout cas, dès que je sortais du trail pour aller acheter à manger, pour recharger mon sac, pour des fois prendre ne serait-ce qu'une douche, ou laver mon unique short, puisque j'avais qu'un short unique, j'étais habillé avec les mêmes vêtements pendant 5 mois. Mon but, c'était vraiment de revenir au point, mais au millimètre près de là où j'étais sorti du trail pour ne rien louper et de vraiment pouvoir me dire que j'ai marché sur l'ensemble du trail Ok. pendant 5 mois. Zéro triche, vraiment du début jusqu'à la fin. Et, euh, et qu'est-ce qui a été, parce que oui, j'imagine que ça a dû être une belle expérience, mais pas forcément tous les jours. Enfin, j'imagine qu'il y a des moments où, est-ce que ça t'est arrivé de te dire, ah non, mais j'arrête, c'est trop dur, ça fait des jours et des jours que j'ai pas vu une personne, ou j'ai pas parlé. Enfin, ça doit être quand même difficile. Il n'y a pas des moments où tu t'es dit, tu t'es senti peut-être fébrile, justement, par rapport à ce défi? Ouais, il y a eu des moments, il y en a eu même plus que, plus que quelques-uns. Cette année, c'était une année à neige. Donc, la chance, c'est un départ dans le désert plutôt humide, donc pas besoin de porter énormément d'eau. Ça, c'était plutôt agréable parce que l'année dernière, par exemple, à cette même période, dans le désert, le sud de la Californie, donc c'est très aride, c'était sec. Donc, voilà, c'était 6 à 8 litres d'eau par jour à porter. Donc, ça Ouais. fait tout de suite un peu de poids. Donc, moi, j'avais pas ce problème-là. Par contre, quand je suis arrivé dans la Sierra, donc dans les montagnes, donc je suis arrivé début juin, je suis arrivé avec une tempête de neige, encore début juin, et il y avait de la neige partout, partout, partout. Donc j'ai passé un mois dans la neige, donc c'était
plus de la haute montagne, de la montagne, on va dire, que de la marche. Et je t'avoue qu'au départ, c'est magnifique. Tu rentres là-dedans, c'est un peu comme une découverte. Ouais, waouh, c'est beau, tout est blanc, il y a des montagnes, c'est canon, c'est vraiment magnifique. Et au bout de quelques jours, waouh, c'est se lever très tôt le matin, c'est marcher à partir de 10 heures, tu postes all, donc tu tombes parce que la neige, elle commence à fondre, donc tu tombes parce que ouais, ça se casse. Il n'y a pas de trail, donc tout est recouvert, donc tu es sans cesse au GPS à essayer de trouver le chemin. Tu te perds, tu glisses, tu tombes, tu es fatigué. Ouais, ça a été mentalement très compliqué. Et je pense, à partir de la moitié de la Sierra, tous les jours dans ma tête, je me disais, j'en peux plus, je vais arrêter. J'en peux plus, je vais arrêter. Et ouais, ça a été compliqué. J'ai passé une journée, je pense, ça faisait déjà 3 mois que je marchais, où un jour, mon mental, il a complètement craqué et je pleurais, mais de larmes vraiment à flot et voilà, sans avoir quelque chose de négatif en tête, mais c'est juste mon mental, il en pouvait plus. Je pense que j'étais fatigué. Wow. Bah, Mais qu'est-ce qui t'a fait tenir du coup? Parce que c'est vrai que là, c'était quand même beaucoup plus simple d'abandonner que de continuer en fait. ouais, c'était beaucoup plus simple. Alors, déjà, pour abandonner, il faut sortir du trail. Donc, quand tu es au milieu des montagnes, tu dis pas, bon, Oui, ben, j'arrête et tu te mets au bord de la route et quelqu'un vient te chercher. oui, Donc, c'est 20 à 30 kilomètres en moyenne pour aller sortir, pour aller rechercher. Donc, déjà, quand tu te dis, bon, ben, j'arrête, c'est OK, bon, je vais sortir et je vais faire 30 kilomètres pour arrêter. Donc, déjà, la porte de sortie, elle est loin. Elle est, hmm, voilà, tu sais qu'elle existe, mais elle est très, très loin. Et après, je pense que ça n'a jamais été vraiment une option pour moi. Enfin, c'est quelque chose que j'avais en tête, mais ça a été, voilà, j'étais dans quelque chose qui pour moi était là où je devais être. Et quand je me disais, bon, ok, si j'arrête, qu'est-ce que je fais? Je voyais aucune autre option et aucune autre alternative qui était plaisante. Donc, ouais, je continuais à avancer. Je disais, ok, bah, c'est juste un pas, c'est juste un pas, c'est juste un pas, c'est juste un pas. Et, et je savais que ça allait passer. Je savais que c'était aussi des moments compliqués. Et j'essayais de me concentrer, de réaliser à quel point j'étais chanceux de vivre ces moments-là, d'être dans ces endroits-là. Et que ouais, c'était aussi peut-être un prix à payer pour arriver jusqu'au bout. Et ça hmm. a été une découverte pour moi parce que avant j'étais un peu plus dans la fuite, dès que l'effort était un peu trop intense ou dès que c'était un peu inconfortable, ben, je préférais partir et fuir. C'était plus simple. Et là, je suis resté et c'est une de mes fiertés d'avoir pu traverser ces montagnes-là et d'avoir vraiment fait ce trail jusqu'au bout parce que beaucoup de personnes qui ont tenté cette année faire ce trail ont décidé de skipper, donc d'abandonner en fait cette partie-là pour aller un peu plus haut. Hmm. Mais en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce que tu racontes, c'est que bah, ça peut être une analogie de la vie. C'est-à-dire que bah, on se lance dans un projet, on a envie d'arrêter, mais qu'au final, ben, si on se rend compte que le prix à payer pour abandonner est très fort et que en plus derrière, il n'y a pas d'autre option, comme tu disais, agréable, bah, du coup, bah, c'est aussi une des stratégies de persévérance. Hein, on parlait de soft skills, de persévérance, que de dire, bah non, le prix de l'abandon est trop fort et le retour sur investissement de l'abandon est pas suffisamment intéressant pour que j'abandonne en fait. Donc du coup, bah, je préfère continuer parce que du coup, le retour sur investissement sera beaucoup plus intéressant que celui de l'abandon finalement. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que des fois aussi, ça peut être beaucoup plus intéressant d'abandonner si justement on se rend compte que bah non, là, on se met trop en danger aussi. Parce que ça aurait pu être le cas si c'était vraiment très dangereux. Bah, je sais pas, hein, peut-être que c'était le cas, mais peut-être que si vraiment c'était, je sais pas, tu n'avais plus d'eau, plus de nourriture, etc., bah, c'était peut-être plus vital d'abandonner à ce moment-là que de persévérer. Donc, je pense que ouais, il y a aussi cette balance à faire sur les options, parce que finalement, c'est des options, continue ou j'arrête. Quel sera le retour sur investissement le plus intéressant? Exactement. Je crois aussi que ça dépend de la force et de l'importance de l'objectif. C'est-à-dire que pour moi, j'étais vraiment certain que je vivais quelque chose qui était en lien avec ce que je suis. Et, et après, voilà, je crois qu'il y a aussi un fantasme très fort sur ce trail parce qu'il y a un livre qui a été écrit dessus, il y a un film qui est sorti avec une actrice célèbre. Du coup, il y a eu un retentissement un peu ce trail-là. Donc, il y a aussi un fantasme autour de ce trail. Donc, il y a plein de gens qui
se sont lancés aussi dans cette aventure et se sont rendus compte au bout de 2-3 semaines que ah merde, en fait, ouais, c'est beau sur le papier, mais c'est chaud, c'est compliqué. Et c'est dans ces moments-là aussi de se rendre compte, bah ouais, on a fantasmé quelque chose et c'est pas du tout fait pour nous. Et c'est ok d'abandonner. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de réel problème à abandonner si on s'est trompé sur l'objectif. Moi, j'ai plus un problème, pour moi en tout cas, d'abandonner si l'objectif est important, mais par confort immédiat, je décide d'abandonner parce que je me dis ah là c'est trop dur, donc ouais, je préfère aller me reposer et de regretter après parce que je me dis bon c'est que ça aurait été quand même bien. Voilà, c'est juste, je pense vraiment au départ se connaître suffisamment pour choisir un objectif qui a du sens pour soi, quoi. Mmh. Et donc du coup, il y a eu des moments difficiles. Au final, tu y es arrivé. Mais il y a aussi peut-être des moments un peu, géniaux aussi. Parce que j'imagine que enfin, j'espère en tout cas pour toi que c'était pas que de la souffrance du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a des moments comme ça, qui, dans le parcours en lui-même et pas t'ont apporté énormément de joie, de plaisir, voire de confort et pas juste d'attendre au final, tout à la fin, la récompense quelque part? Alors déjà, la récompense de la fin, elle est très spéciale parce qu'on on l'imagine, on la fantasme pendant des mois, des semaines. On se dit ah comment ça va être quand je vais arriver à la frontière, blabla. Et tu t'arrives et je dis toujours, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas de kermesse, il n'y a pas de gens qui jonglent, il n'y a pas de fête, il y a pas de feu d'artifice. C'est juste un pas de plus et tu arrives et après tu continues. Donc le, 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 le beau est forcément un bon souvenir, mais c'est pas forcément l'un des meilleurs. Et je pense que les bons souvenirs sont aussi les plus difficiles. C'est ceux aussi où j'en ai chié parce que c'est là où je me suis transformé, c'est là où j'ai aussi pu apprendre un peu sur moi. C'était pas forcément le cas au moment où je les ai vécus, mais a posteriori, ouais, ça reste des très bons souvenirs. Et je suis émerveillé par cette capacité à filtrer et à ne garder que le bon de toute expérience. Donc, ça me prouve aussi que on peut être en difficulté, mais après, tout est OK. Après, c'est sûr que j'ai vécu plein de beaux moments de rencontres. Parce que je suis parti, j'ai initié ce projet tout seul, mais j'ai rencontré des gens sur le chemin. Que ce soit des gens qui marchaient ou des gens qui ont participé d'une certaine manière à cette aventure, qui m'ont donné à manger, qui m'ont donné à boire, qui m'ont permis de faire du stop pour aller me ravitailler. Ces gens-là sont des gens qui font partie de cette aventure-là. Et puis après, toute la nature, toute la belle nature, des moments où tu te poses et tu regardes. Et voilà, j'ai fini avec 45 km de moyenne les 2 derniers mois à peu près. Par Euh, jour, c'est ça? Par jour, ouais. Donc c'était des grosses journées. Et des fois, j'avais un rythme, parce que bon, au bout de 3-4 mois, quand tu marches, tu as un rythme plutôt élevé. Des fois, je m'arrêtais, je me disais, oh, maintenant, pose-toi, regarde autour de toi et profite, quoi, parce que c'est incroyable. Les États-Unis, pour ça, la France est magnifique. Il y a plein de beaux endroits dans le monde, mais voilà, la nature américaine est aussi grandiose et nous offre des paysages à couper de souffle et de se rendre compte qu'on est là et cette connexion avec l'environnement et de se sentir tout petit et en même temps d'avoir ce sentiment vraiment très puissant d'être au bon endroit. Ça, Mmh. c'est un sentiment assez jouissif. Parce que justement en off, on parlait de ça, je t'avais posé la question en off, finalement avec quoi tu repars de cette expérience? Du coup, j'en profite de sortir de cette réponse du off pour la mettre en live là. Avec quoi tu repars de cette expérience finalement? Avec voilà, une belle rencontre qui est la rencontre avec moi-même, le fait voilà, d'avoir passé autant de temps seul, d'être rentré en moi, d'avoir pris le temps de vraiment creuser, d'enlever toutes les couches et d'avoir compris qu'est-ce que je voulais. Et je ressors vraiment beaucoup plus ancré, euh, ouais, beaucoup plus calme et beaucoup plus avec des croyances beaucoup plus fortes sur ce que j'ai envie ou ce que j'ai envie d'aller, quoi. Donc ça, et d'être dans cette capacité de l'atteindre et de le faire. Ça, c'est la vraie différence parce que comme je disais aussi la dernière fois lors d'un échange, pour moi, commencer n'a jamais été un problème. Commencer. Souvent, on dit, débuter, c'est le plus difficile. Pour moi, commencer, c'est pas le problème. C'est vraiment terminer. Euh,
et lorsque j'étais sur le trail, j'ai écouté pas mal de podcasts et d'audio pour faire surtout pour prendre un peu de distance avec moi-même, parce que des fois j'étais très bavard avec moi-même et je me disais bon, bah, Jules, aujourd'hui, tais-toi. Et du coup, j'avais écouté un podcast avec Bernard Werber, donc l'écrivain, qui donnait des conseils aux écrivains, et son conseil numéro 1, c'était commencer, persévérer, terminer. Et c'est quelque chose qui m'a un peu marqué pendant le trail. Et c'est vrai que pour moi, commencer, ça n'a jamais été un problème. Persévérer, c'était un peu plus compliqué. Terminer, c'était vraiment un problème. Donc, aujourd'hui, c'est bien choisir son objectif, commencer directement sans forcément chercher la perfection, surtout persévérer, même dans les moments compliqués, et terminer. Et puis après, on peut faire le bilan. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a changé en moi aujourd'hui. Mmh. Bah oui, clairement, on sent que voilà, tu sais ce que tu veux, c'est clair, c'est limpide, c'est fluide, on sent qu'il y a beaucoup de clarté et j'ai l'impression aussi dans ce que tu racontes que, il y a plusieurs éléments. Il y a le fait d'avoir, comme tu dis, d'en avoir chié, donc d'avoir, souffert, de t'être dépassé, qui fait, bah, que tu t'es mieux connu, parce que c'est souvent dans ces situations-là qu'on se connaît mieux, parce que c'est là qu'on va aller puiser vraiment au fond, en fait, ce que l'on a dans nos tripes et dans notre cœur pour se dépasser. En plus, le fait d'être allé au bout, bah, ça t'a donné aussi une meilleure confiance en soi, donc une meilleure connaissance de soi par le fait, de t'être dépassé, une meilleure confiance en toi pour le fait d'avoir réussi ce déplacement jusqu'à terminer et que, bah, finalement tout cela te permet d'avoir, suffisamment comme tu disais, d'ancrage, de présence et que finalement tu ne dépends plus. On parlait d'indépendance, c'est un mot sur lequel j'aimerais bien que tu reviennes aussi, mais finalement que le fait d'avoir réussi tout cela par toi-même, avec peu, bah, fait que tu sais que tu peux compter sur toi et que tu dépends moins de l'extérieur et c'est aussi une forme d'estime de soi aussi, de dire: «Bah, ma valeur n'est pas reliée à ce que l'on pense de moi ou à ce que je vais montrer ou à ce que je vais accomplir, mais parce que je sais ce que je vaux au fond de moi, parce que je sais par quoi je suis passé» et finalement là, rien qu'avec cette expérience-là, moi ce que j'observe, ce que j'entends, c'est que tu as réussi à booster ta connaissance de toi-même, mais aussi ta confiance en toi et ton estime de toi et qui est quand même, bon, bah, 3 ingrédients quand même hyper importants pour, bah, se sentir bien et avancer dans la vie quelque part. Exactement. Après, je rajouterais une autre chose qui m'a servi durant le trail, c'est la solitude. C'est mais la vraie solitude, c'est-à-dire d'être loin des inputs de la vie quotidienne. Notamment d'avoir vécu enfin, pas sans mon téléphone, j'avais mon téléphone, mais de, beaucoup de sections sans réseau, d'être vraiment coupé du monde. Euh, j'ai- j'avais j'avais mis en place vraiment une routine qui était de ne pas écouter d'audio avant midi le matin. Donc toute la matinée, je la passais avec moi-même ou avec des gens si je marchais avec des gens, mais je marchais pratiquement tout le temps tout seul. Et donc, ouais, donc ça, cette solitude, j'ai pas le souvenir de l'avoir trouvée dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que des fois, je peux être un peu seul, mais sur 10 minutes, mais j'ai toujours mon téléphone pas très loin, ou j'ai toujours des gens pas très loin, et où j'ai toujours du bruit ou quelque chose qui vient nourrir mon cerveau. Là, bah ouais, et je pouvais passer des fois une journée à juste être avec moi-même. Et ouais, donc au départ, bah, il y a les petits soucis de la vie quotidienne qui sont là, mais au milieu du trail, bah, on les a déjà tous passés 3 fois. Donc on va chercher un peu plus dans ses souvenirs, dans ce que l'on a vécu, dans ses choix, dans pourquoi on a fait ça et qu'est-ce que l'on a envie. Et on peut pas fuir. Il n'y a pas de fuite possible. Il y a pas de. Donc on reste avec ça. Et il y a des choses qui remontent. Donc, c'était assez incroyable, des choses qui sont remontées. Et ça a été aussi une grosse expérience parce que je pouvais plus me mentir à moi-même, toi. Je pouvais plus cacher des choses. Donc j'étais vraiment moi face à moi-même. Et ça a été aussi une grosse expérience. Et j'en sors aussi différent par rapport à celle-ci. Ouais. Mmh. Ah Et oui, après, je clairement. suis et après, je suis d'accord avec toi sur la confiance. Ouais, c'est quelque chose que je ressens, mais pas d'une manière pédante, pas d'une manière, ouais, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Toi, il y a pas un sentiment hiérarchique dans cette confiance. Il y a juste, ok, je suis moins peut-être influençable d'une certaine manière. Je sais aujourd'hui ce que je suis capable, ce que je vaux. J'ai pas besoin de prouver forcément les choses. J'ai envie plus aujourd'hui de partager pour inspirer et non pas pour montrer ce que j'ai fait. Au final, ça, c'est très personnel et
pas besoin que les gens m'applaudissent, tu vois. Je suis encore quelqu'un de très solitaire et très sauvage, donc avoir trop de lumière sur moi, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais ouais, voilà, je pas besoin d'aller prouver aux autres ce que je vaux. Je suis fier de moi. C'est un sentiment dont j'étais un peu gêné d'avoir avant, quoi. D'accord. Et là, maintenant, tu es OK avec ça? Je suis OK avec ça. Ouais. OK, super. Et par rapport à tout ça, finalement, c'est comme on en discutait tout à l'heure, c'est que tu as vraiment découvert la notion de liberté aussi à travers cette expérience. Parce que c'est vrai que on parle souvent, voilà, sur la toile de liberté financière, et cetera. Mais au final, on est quand même hyper dépendant de plein de choses. Dépendant peut-être de sa famille, d'un point de vue, relationnel et émotionnel, dépendant de sa maison, dépendant de son ordinateur, de son téléphone, et cetera. Et que finalement, bah, dans toutes ces dépendances fait qu'on n'est pas indépendant, on n'est pas libre en fait. Mais toi, du coup, tu as poussé ce challenge-là à fond pour voir justement jusqu'où je peux être libre en fait. Exactement. Je pense que la liberté, pour moi, elle est reliée vraiment à l'indépendance. C'est même, pour moi, je dirais même, le fait d'être adulte, c'est être indépendant. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, non pas forcément juste par ce projet-là, cette aventure, mais depuis 3 ans, le fait d'avoir décidé de mettre toute ma vie dans un sac. Et je me suis rendu compte que c'est facile de vivre une vie plus simple, mais ça ne veut pas forcément dire que l'on est plus libre en la vivant. Si l'on est dépendant d'un système, si on dépend des autres, si on dort sur le canapé à chaque fois chez ses potes, est-ce qu'on est forcément plus libre? Non, on va plus profiter d'une certaine manière des autres sans être voilà, dans le fait de juste de prendre. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être ouais, dans cette liberté, à la fois cette indépendance financière, non pas dans le principe de gagner beaucoup d'argent parce que, euh, parce que j'ai une vie plutôt simple et que je ne demande pas grand-chose, mais de pouvoir justement avoir cette liberté de mouvement qui pour moi est très, très, très importante puisque le mouvement est le centre aujourd'hui de ma vie. Et donc c'est important, je pense, ouais, d'aller chercher, d'aller creuser vers ça et de pouvoir développer des compétences pour être indépendant de ce point de vue-là. Ouais. Mmh. Après, il y a l'indépendance aussi affective. C'est aussi important pour moi d'être euh, dans cette liberté-là, de pouvoir aimer, partager, rencontrer, sans être dans cette hyper-dépendance et dans cette volonté de demander quelque chose, quoi. C'est aussi ça. Et c'est, pour moi, c'est les rencontres aussi que l'on fait sur le chemin. Il y a ces êtres jaunes, c'est ce que je disais dans une dernière vidéo sur mon Instagram pendant cette aventure. Je pense à Spinoza qui a écrit un livre dont j'ai oublié le nom là maintenant, mais il parlait des êtres jaunes. En fait, Spinoza avait un cancer et en fait, dans son hôpital, il a rencontré pas mal de ces êtres jaunes. Donc, c'est des personnes qui peuvent être des personnes soignantes ou des autres malades qui lui apportaient certaines lumières. Et ces êtres jaunes, c'est pas forcément des amis, c'est pas forcément des simples connaissances, c'est des personnes qui peuvent transformer ta vie voilà, en 5 minutes, en 2 minutes. Et t'as pas besoin qu'ils t'appartiennent, tu vois. Tu peux rencontrer ces personnes sur un chemin, tu peux discuter de n'importe quoi pendant 5 minutes. Ils peuvent te raconter leur histoire et toi, ça va dans ta vie, ça va. Il y a quelque chose qui va se passer. Et j'aime ces rencontres, quoi, qui peuvent être très éphémères et de me nourrir de ça. Mmh. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant parce que souvent on est dans le: «Ah, il faut qu'on garde contact» et après on s'ajoute sur Facebook et après on dit: «Ah, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se voit», mais comme si c'était quelque part un devoir, alors qu'au final, peut-être que c'était le moment qui a fait qu'il y a eu cette connexion à ce moment-là, mais que c'était pas fait pour être une relation «longue durée» entre guillemets et c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, tu vois? Le côté relation éphémère et c'est que ça peut être intéressant de garder la magie du moment, plutôt que de quelque part de tuer ce moment-là en essayant donc comme tu dis, de garder, de s'accrocher à ça, quoi. Ouais, exactement. Et puis de considérer aussi que les gens, c'est pas des couteaux suisses, c'est-à-dire qu'une personne va pouvoir t'apporter
par exemple, tu vas pouvoir partager des moments sportifs avec un ami, mais que si tu as besoin de t'épancher sur tes soucis personnels, ce sera peut-être pas la bonne personne. Et souvent, on a envie d'amis couteaux suisses qui vont remplir tous ces rôles-là. C'est aussi considérer que voilà que chacun a un rôle et que personne ne te doit rien en fait. Tu vois, Mhm. personne ne te doit rien. Et, et c'est vrai que le côté éphémère des relations, j'aime beaucoup euh, parce que ça contrebalance aussi sur les amis très proches avec lesquels je construis aussi des relations quotidiennes. Mais j'ai pas besoin que les gens m'appartiennent. Toi, j'ai pas besoin de me dire ah non non venez et puis je vais garder contact et puis toi d'avoir un carnet d'adresses et dire ouais vous m'appartenez d'une certaine manière. Non, c'est juste voilà cette rencontre et puis après la laisser repartir dans la nature et, euh, et pour moi ça amplifie beaucoup le plaisir de cette rencontre. Oui, parce qu'en plus, ça te fait profiter du moment, parce que tu dis, bah, c'est là le moment, et tu sais pas s'il y en aura un autre. Donc, du coup, tu vis à fond. Et c'est vrai que quand on se projette dans le futur, bah, on n'est plus dans le présent. Donc, quelque part, on perd aussi de la puissance du moment par rapport à cette rencontre. Donc, c'est vrai que ça, c'est super sympa de Exactement, voir ça comme ça. Mm. Et sinon, exactement. ça fait penser à autre chose, parce que ce que tu racontais sur le fait que bah, pendant des jours, bah, le moment enfin, la solitude, en fait, être seul avec soi-même, Mhm. eh bien, ça fait penser à une vidéo que j'ai vue. Alors, je sais pas si tu étais dans cette situation-là, mais c'était une femme qui racontait que quand elle était enceinte et que ensuite elle a accouché, eh ben, elle passait ses journées. Alors, c'était une femme hyper active à l'époque, et elle passait du jour au lendemain, elle est passée à ses journées à passer du temps avec son bébé, à qui elle pouvait pas. Bah, c'était un nouveau-né, donc elle pouvait pas avoir une discussion avec. Elle passait son temps à marcher avec la poussette, parce que c'était le seul moyen que le bébé pouvait s'endormir. Elle s'est rendue compte que pendant des années, elle n'avait pas elle a perdu ce sentiment de l'ennui. Elle savait plus ce que c'était en fait de s'ennuyer. Et elle s'est rendue compte que dans ces phases, ces moments d'ennui, bah, c'est là qu'elle avait les meilleures idées, qu'elle arrivait à mieux se connaître, etc. Et que finalement, on se rend compte aujourd'hui, on est dans une société où justement on aime le mouvement, mais pas forcément le mouvement physique, mais le mouvement des images. Donc du coup, on va scroller sur Instagram, on va occuper chaque moment. En plus, avec le téléphone, on peut vraiment occuper même les quelques secondes où on est seul avec soi-même. Et on le voit, par exemple, hein, quand on attend quelque part, on fait la queue, paf, c'est sur le téléphone. Et si on n'est pas sur le téléphone, on est un peu bizarre, quoi. Voilà, il n'y a plus d'ennui dans notre société. Et du coup, il n'y a plus de moments de solitude. Et quelque part, toi, ce que tu es parti expérimenter, c'était aussi peut-être ça, j'imagine. Enfin, j'essaie de faire du lien. Je ne sais pas si ça te parle. Il y a aussi Carrément. cette notion de dépendance à les choses qui m'empêchent de m'ennuyer. Exactement. Moi, l'ennui, c'est des mes activités favorites. Hein. J'adore ça. Et rien que le mot ennui, déjà, je l'aime pas parce que je le trouve péjoratif, alors que pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt. Après, est-ce que ça correspond à tout le monde? Je ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un d'introverti, donc j'ai besoin, tu vois, de passer du temps avec moi-même. Le groupe, par exemple, quand je sors et que quand je suis dans une émulation de groupe, j'adore ça, mais à faible dose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai besoin tu vois, de sortir de ça et de me retrouver avec moi-même. Donc, le fait d'être dans cet ennui, le fait de ne rien faire, euh, pour moi, j'adore ça parce que ça me permet de digérer un petit peu tous ces inputs-là, de prendre du temps d'analyser, de réfléchir. Et surtout, pour moi, c'est un espace de créativité énorme. C'est-à-dire que l'ennui allié au mouvement, pour moi, ce qui va me générer le plus d'idées. Demain, je sors, cet après-midi, je sors, je vais marcher. Même si j'emmène mes écouteurs pour écouter des podcasts, des audios, parce que sur mon téléphone, j'ai aucun réseau social. J'ai deux téléphones maintenant. J'en ai un. Alors, je me dis minimaliste, mais bon, j'ai deux téléphones, donc c'est un peu. Mais j'ai mis tous mes réseaux sociaux sur un vieux téléphone et donc qui reste lui fixe dans un appartement ou dans un sac. Et quand je sors, du coup, j'ai pas du tout accès à ces réseaux sociaux, donc je peux sortir avec un téléphone. Et rien que ça, rien qu'en écoutant de la musique ou un peu d'audio ou en écoutant rien, bah ça, ouais, pour moi, c'est génial. J'adore ne rien faire. J'adore rester assis quelque part, contempler ou dessiner ou écrire. Tout ça, c'est même si ça reste des activités donc un peu moins d'ennui, c'est des activités beaucoup plus lentes et beaucoup plus presque pas passives, mais beaucoup plus
ouais, plus organique que d'aller regarder un film ou d'aller chercher du bruit ou d'aller chercher des choses. Donc, ouais, l'ennui, moi, j'adore ça. Ouais, j'adore cette punchline. Il y a pas beaucoup de monde qui affirme ça, donc ouais, j'aime bien. Donc top, bah, merci beaucoup. Bah, je Après pense juste, que ouais, je te coupe juste, mais je pense que vraiment pour vivre aussi ce type d'aventure, je pense à tous les marcheurs de long cours, aux gens qui traversent des continents à vélo ou des aventuriers de la mer. Je pense que tu as besoin d'aimer l'ennui. Sinon, sinon c'est sinon ça peut compliqué. être long, ouais. Ça peut être compliqué. Ouais. Ouais. Super, bah, merci beaucoup. Il y a plein de pépites là dans cet échange voilà, on va continuer à te suivre, hein, sur julesalaboujotte.fr. Mais avant de conclure cette interview, est-ce que tu aurais un dernier message aux personnes qui nous écoutent et qui, justement, moi je parle beaucoup donc de soft skills, hein, de compétences que l'on peut développer pour pouvoir, bah, avancer dans la vie. Est-ce que toi, tu aurais un message pour ces personnes qui sont intéressées par ces sujets? Waouh, c'est compliqué. Ça, c'est pas encore une résistance dans le sens où c'est très compliqué pour moi de donner des messages, de dire voilà ce que. Après, je peux parler un peu de moi. Je pense que moi, j'ai une punchline maintenant qui va être qui va être un peu le résumé de tout ça. C'est cette phrase qui est décrochée et c'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai décidé de partir sur cette aventure-là. C'est-à-dire que j'avais un appel en moi, comme dans les histoires, cet appel de l'aventure et je l'écoutais pas. En tout cas, je faisais en sorte, toi, de le mettre un peu de côté. Mon conseil serait, voilà, s'il y a quelque chose qui sonne, mais d'une manière régulière et depuis longtemps, il n'y a pas d'autre choix que de décrocher, de voir ce que c'est et d'aller chercher ça. Et au fond de soi, on a souvent, tu vois, quelque chose qui nous attire et on se dit non, mais c'est pas possible ou ouais, non, c'est pas pour moi et ce sera compliqué ou je suis trop vieux ou je suis trop grand ou je suis gaucher, c'est pour les droitiers ou il y a plein d'excuses, tu vois, ou j'ai pas les bonnes chaussures. Mais c'est au moins de décrocher, d'aller voir et d'être conscient que voilà, que c'est quelque chose qui est important pour soi. Euh, et puis d'y aller, quoi, de commencer, persévérer, terminer. Et puis de faire peut-être un bilan au moment où, voilà, où au moins quand on aura persévéré un petit peu et voire terminé. Je pense que ouais, c'est moi les seules compétences à avoir, c'est d'y aller et d'être voilà, d'être à l'écoute de soi. Donc je pense que la solitude peut être aussi un des très bons outils pour ça, de d'aller se balader, d'être des fois tout seul, pas forcément dans la nature, mais même n'importe où, de sortir sans son téléphone, d'aller écouter cet appel, de le décrocher et puis ouais, de commencer. Top, super. Merci beaucoup, Jules. Donc voilà, Merci pour à te toi. suivre, allez sur julesalaboujotte.fr et donc bah, prochainement, voilà, on a hâte de te lire, parce que tu vas sortir bah, justement des écrits, voilà. Donc bah, moi, en tout cas, j'ai hâte de lire tout ça. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Jules, et bah, à bientôt. À bientôt. À bientôt.